Donc, je suis sœur Mireille, la 9e prieure de la communauté des diaconesses. La prieure étant la sœur responsable de l'ensemble de la communauté partout où elle se trouve. Et la prieure est toujours associée aux œuvres, aux institutions, par le fait qu'elle est vice-présidente du conseil d'administration. Alors, 9e prieure, sera la 10e. Ça veut dire qu'il y a eu une longue histoire qui a précédé le temps que nous vivons. Et effectivement, moi j'arrive à 12 ans de priorat et je me rends compte que quelque chose a évolué dans la fondation, dans la communauté. Et c'est pas quelque chose qui a évolué sur des petites années, mais ça s'inscrit dans le grand mouvement de l'histoire de la communauté, de la fondation, de l'institution des diaconesses, puisque c'est comme ça qu'on l'a nommé. Alors, peut-être que je vais partir de la naissance de cette institution des diaconesses pour essayer de tirer des fils concernant la communauté, concernant les établissements, et voir comment ce fil se tisse avec des filets particuliers. Donc, la naissance de l'institution des diaconesses de Reuilly, c'est le milieu du 19e siècle. Alors, dans la société, c'est le début de la période industrielle. Il y a de nouvelles pauvretés qui apparaissent, de nouveaux besoins sociaux qui apparaissent. Du point de vue des églises protestantes, les églises protestantes n'ont le droit d'exister que depuis 40 ans, depuis les articles organiques de Napoléon. Donc, les paroisses protestantes étaient très neuves dans leur histoire, en fait. Et le protestantisme, presque naturellement, est très divers, voire parfois divisé, mais souvent divers, entre des tendances différentes, plus orthodoxes, plus charismatiques, voilà. Et c'était déjà le cas. Donc, un milieu social où il y a une grande pauvreté qui surgit et un milieu ecclésial qui existe enfin, mais qui se trouve confronté à un éclatement du protestantisme. C'est alors qu'un pasteur, Antoine Vermeil, qui avait été pasteur à Bordeaux et qui est pasteur à Paris à ce moment-là, à la paroisse du Faubourg Saint-Antoine, est comme déchiré intérieurement de la division des églises protestantes et aussi de la pauvreté. Et il a une intuition un peu fulgurante. Il dit, dans une lettre qu'il adresse à une ancienne paroissienne de Bordeaux, Caroline Malvezin, il faudrait restaurer un ordre protestant de sœurs, de femmes qui s'engagent dans la vie de prière, la vie commune, et une vie d'obéissance à une supérieure, et ça deviendrait, cette vie-là pourrait devenir un germe d'unité. L'unité ou l'unification intérieure, un germe d'unité. Alors lui, il le pense pour l'Église, mais et en même temps, elles auraient une activité qui pourrait être sociale avec l'accueil de femmes de prison. Il y a un grand besoin d'accueillir les femmes protestantes qui sont en prison, ça existe aussi. Et puis, voilà, l'éducation, le soin. Caroline Malvezin elle-même est alors en grande recherche intérieure, spirituelle. Elle se serait vue missionnaire. Et en fait, elle mesure qu'elle, c'est pas ça, elle n'est pas appelée à faire quelque chose pour. Elle sent un appel à donner sa vie à Dieu. Bon. Et elle dit, mais si j'étais catholique, je serais religieuse. Donc ces deux paroles se rencontrent. Et très vite,
la, la pensée d'une communauté de sœurs prend forme. Et en 9 mois de temps, entre le 6 février, première lettre d'Antoine Vermeil, et le 6 novembre, ouverture de la maison des diaconesses de Reuilly, dans le 12e arrondissement, à la porte du Faubourg Saint-Antoine, voilà, un projet de vie religieuse protestante, le premier qui est en France, prend corps. Alors, Antoine Vermeil le situe dans... il sent bien que c'est aussi un mouvement qui traverse le protestantisme un peu partout, en Allemagne, en Suisse, et en particulier, et il dit, mais il y a d'autres personnes qui ont la même pensée et qui créent des maisons de diaconesses. Donc il appelle ça, il propose le nom de diaconesse, bien que au départ, c'était les sœurs protestantes. Le projet du nom, c'était des sœurs protestantes. Voilà. Le protestantisme de l'époque était quand même en opposition avec le catholicisme. Et le nom de sœur était inaudible, et la notion même de vie religieuse dans le protestantisme, depuis la contestation de Luther, XVIe siècle, depuis la contestation de Calvin, au même moment, l'idée qu'il y ait un ordre religieux protestant ne pouvait pas exister même dans l'environnement protestant de Paris. Alors ça existait sous forme de maison de diaconesse. Je dis bien maison de diaconesse, je ne parle pas encore de communauté. Diaconesse étant un terme biblique qui vient de diacre et qui est un terme qui signifie le service, la diaconie étant le service de la société, en fait, le service social, mais ça peut être aussi d'organisation, voire politique. La diaconie dans la Bible, c'est un terme noble du service. Alors, on peut dire qu'en germe, il y avait deux mouvements. Il y avait, premièrement, une vie religieuse, mais qui n'avait pas de modèle, et il y avait ce souci de la société et des besoins de la société. Et dans un premier temps, et de manière assez longue, alors il y a eu pas mal de discussions, il y a eu un opposant au projet d'Antoine Vermeil, qui est un certain pasteur Coquerel, lequel de manière virulente s'est opposé à cette institution des diaconesses et a créé des maisons d'enfants, voilà, dont on reparlera. Alors, Caroline Malvezin a commencé avec une sœur qui venait pour vivre cette vie et une femme sortant de prison. Elles ont habité rue des Trois Sabres, une rue qui n'existe plus, qui est près de la gare de Reuilly. Elles ont commencé petitement, mais assez vite, quelques 2 ans après, Antoine Vermeil a pu faire un appel à dons pour acheter la parcelle du 95 rue de Reuilly, qui est devenu le lieu de fondation et le lieu maison-mère de la communauté des diaconesses et de l'institution des diaconesses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette institution? Il y a des sœurs, avec des sœurs en formation, mais tout est à inventer. Il y a un petit centre de soins pour les ouvriers du bois qui sont dans le quartier de Saint-Antoine. Il y a une petite école maternelle. Il y a quelques femmes sortant de prison. Il y a des jeunes filles placées par la justice. Et peu à peu, la communauté existe parce qu'elle rend service. Même si dès le départ, il y a eu une vie de prière intense, il y a eu des cultes tous les jours, il y a eu une chapelle. Mais ce qui est visible, c'est l'œuvre. Alors, Caroline Malvezin, elle va rester
prieure, enfin supérieure, on disait, même directrice, jusqu'en 1800, alors que je vérifie, 1869. Avec des hauts et des bas, elle a pu douter de manière radicale de ce travail. Mais tout se cherchait, et le service et la forme de cette vocation. Pour la petite histoire, il y a eu une dame mariée, son mari était parti on ne sait où, elle est arrivée avec ses domestiques pour vivre la vie de diaconesse. Il y a eu voilà, des choses assez cocasses comme situation. Dans l'église, on regarde cette maison des diaconesses aussi par le service qu'elle rend, un service pieux, mais un service d'église. Lorsqu'elle quitte son ministère, sœur Caroline, en 1869, il n'y a personne pour lui succéder. Alors il y a un comité directeur avec des pasteurs, des dames de la société protestante qui pilotent quand même la maison des diaconesses. Elle n'est pas autonome en ce moment-là. Mais parmi les sœurs, il n'y a personne. Ce n'est pas des vocations suffisamment établies, sauf 3 novices. Sœur Valère, sœur d'Aussonville, on les appelait par leur nom de famille, et une 3e sœur, je ne sais plus laquelle, qui était novice. Alors on se dépêche de les consacrer, elles sont là depuis 1 an, 2 ans, pour qu'à 3, elles prennent la direction de l'institution des diaconesses. Et très vite, sœur Valère, qui était une sœur hollandaise, affirme une autorité spirituelle tranquille, qui rassemble, qui unifie, c'est vraiment quelqu'un sans doute une grande discrétion. On n'a pas grand-chose sur ses écrits, mais elle a donné de la profondeur. Souvent, celle qui vient après, elle permet l'enracinement. C'est bien ce qu'a permis sœur Valère. Alors, il y a eu quand même des réserves des protestants, puisqu'ils se sont dit quand même une sœur hollandaise ne connaît rien au protestantisme français, il lui faut une dame protestante à côté. Donc, l'institution des diaconesses a eu une directrice sœur et une directrice laïque, qui était Sarah Monod, grand visage du féminisme de la fin du 19e. Qui se sont très bien entendus avec un beau travail et oui, une belle collaboration. Et sœur Valère stabilise la communauté. Alors déjà du temps de sœur Caroline, il y avait des institutions, des maisons qui demandaient qu'une sœur soit envoyée à tel endroit en France pour conduire un petit orphelinat, une petite école maternelle. Que ce soit sœur Caroline, que ce soit sœur Valère, elles ont beaucoup visité ces sœurs un peu partout en France. C'est du temps de sœur Valère, qui a été prieure de 1869 à 1903, des grands temps, 40 ans, qu'on a commencé à voir des legs, entre autres la maison Coside, qui a d'abord été une école primaire, avant de devenir une maison pour personnes âgées, au début du XXe siècle. Mais on a commencé à voir des legs pour que les diaconesses créent une œuvre. C'est aussi sous sœur Valère que des sœurs sont nommées comme assistantes de paroisse, avec une assistante du pasteur pour l'enseignement. Je parlerai un peu de ça. Je vais continuer avec toute cette période où la vocation est très discrète. On n'en parle pas. Sauf que les personnes qui viennent savent bien que c'est à vie. Mais on ne réfléchit pas là-dessus. Il y a une vie de prière, il y a des engagements, il y a des femmes qui s'engagent fortement. Il y en a d'autres qui
qui quitte. Je pense à sœur d'Ossonville, qui était la seconde de sœur Valère. C'est une sœur luthérienne. Elle va quitter la communauté pour créer une communauté de diaconesses luthériennes à Courbevoie, en créant la clinique de la montagne et la maison des Chenets. Et il y a eu des sœurs luthériennes jusque fin 20e, qui étaient issues des diaconesses. Mais ça n'a pas pris. Il y avait une clinique, qui est la clinique de la montagne, qui a été rachetée par je ne sais plus quel groupe, et la maison de retraite des Chenets, qui est revenue dans la maison. C'est aussi à la fin du priorat, du supériorat de Sœur Valère, que quelques sœurs sont appelées à Madagascar dans une léproserie. Donc il y a eu aussi toute une activité de soins des lépreux. Sœur Valère va se retirer, par fatigue aussi, elle se retire en Hollande en 1903-1905, elle se repose, puis en fait elle revient, puis elle repart au moment de la Première Guerre mondiale, puis elle va mourir là-bas. C'est sœur Boudet qui lui succède en 1903. Alors 1903, c'est toute la crise anticléricale et les lois de 1901, 1905, toutes ces lois qui permettent à l'éducation de devenir l'éducation nationale. Les congrégations catholiques étaient souvent interdites. Nous, comme on n'était pas catholique, on n'était pas congrégation, on était une institution. Donc, le côté protestant a fait que on a été lu sous le côté laïque, ce qui est très en consonance avec la théologie protestante. On est des laïcs, même si on a un costume. C'est la communauté et le comité directeur qui a dit non, ce ne sont pas les congrégations, c'est vraiment des ordres catholiques. Ce sont des ordres catholiques, c'est un peu par défaut, d'une certaine manière, parce qu'on était quand même dans un climat compliqué avec l'Église catholique, mais c'est quand même aussi bien dans la pensée protestante où il n'y a pas de clerc. Donc il n'y a pas de distinction théologique entre les baptisés. Et du coup, la notion de faire congrégation pour se distancer n'est pas fondée théologiquement parlant. Il y a les deux notions. Et puis, c'est le moment où le protestantisme avait aussi beaucoup d'écoles et les a données à l'éducation nationale. Enfin, on a laissé partir. C'était normal que l'éducation passe au niveau de l'État. Mais ça veut dire que sœur Boudet, ça demandait beaucoup de réflexion et ça touchait à la racine de ce qu'était la communauté, sans savoir encore ce qu'elle était. Mais voilà, une première interrogation. Puis, bon, il y a des écoles qui ont été fermées, l'institution a continué à soigner avec la maison de santé de la rue de Reuilly qui a été construite, l'ancien bâtiment de l'hôpital de Reuilly, le long bâtiment qui a été construit à la fin du 19e siècle, début 20e. Et cette maison de santé, au moment de la guerre de 14, devient un lieu de soins pour les soldats rapatriés. Et il y a tout un énorme investissement de la communauté et des médecins pour avoir des salles d'opération soignées. Donc il y a une très forte activité médicale et chirurgicale qui se met en place. Et un besoin de formation des sœurs dans le soin. Alors il y aurait à travailler tout le lien
de cette question de soins avec Florence Nightingale et tout le mouvement d'infirmières en Angleterre, hein, au fin 19e. Tout ça serait en lien, ça vaudrait la peine de le mettre en parallèle. Il y a aussi de nouveaux statuts, bon je passe. Mais on voit la note soignante prendre sa place à partir de la Première Guerre mondiale. Il y a une école de formation pour les infirmiers, pour les sœurs, mais c'est encore une école interne. C'est en 1925, je crois qu'il faudrait le vérifier auprès de à l'Institut Caroline Malvezin, à l'IFSI, que l'État crée le statut d'école d'infirmière et qui a le diplôme d'état d'infirmière, etc. Et l'école de Reuilly s'ouvre à des personnes extérieures, forme des infirmières avec le diplôme d'état, 1925. Et c'est une des premières écoles. Donc c'est déjà sous un troisième prieurrat qui est Sœur Meyer. Alors, Sœur Meyer, c'est 1917, sur la fin de la Première Guerre, 1940, 39-40 à peu près. Avec Sœur Meyer, la communauté acquiert plusieurs propriétés. Le manoir Émilie, d'Arcy, qui est le lac d'Arcy, le manoir Émilie qui est un orphelinat, et puis les ombrages. Les ombrages qui étaient une maison de famille qui a été construite pour faire des retraites pour les pasteurs, retraites spirituelles pour les pasteurs, par la famille André Walter, et puis dans les années 1860, puis après la guerre, la famille André Walter ne pouvait plus assurer cela. Il a donné à l'institution des diaconesses pour créer un sanatorium. C'est à ce moment-là qu'on expropriait du terrain qui allait jusqu'à la gare. Hein, donc sanatorium, avec en bas les personnes en fin de cure. Le deuxième étage était tout ouvert vers la lumière. Et ici, c'était les soins. Avec des sœurs qui travaillaient ici. Il y avait la chapelle, c'était un petit... Vous la verrez là, la première chapelle. C'est un petit chalet suisse qui était autrefois une étable, sur plein de... qui n'est plus. Voilà, donc, du coup, il y a des sœurs qui sont dans des institutions, d'Arcy, Coside, ici, et puis la majorité des sœurs à Reuilly, à la maison de santé, à la Ruche, maison d'éducation pour les jeunes filles, ce qu'il y avait encore, il n'y avait plus d'école. Et il y avait des sœurs en paroisse. Et des sœurs qui ont été envoyées dans une léproserie à Tahiti, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est sous Sœur Meyer qu'il y a quand même un souci de la formation spirituelle des sœurs et du façonnement communautaire. Elles avaient un culte régulier tous les jours. Elles étaient formées à la fois professionnellement et théologiquement, parce qu'il y avait toujours un pasteur directeur associé à la sœur supérieure. Mais il y a quelque chose qui surgit, et Sœur Meyer inaugure les retraites de communauté. La retraite de communauté du mois de novembre, c'est toujours au mois de novembre qu'on a une retraite, 6 novembre, voilà. Et ça, c'est à ce moment-là qu'il y a les consécrations. C'est à ce moment-là que toutes les sœurs revenaient à Reuilly.
Mais on voit peu à peu des maisons surgir, des institutions qui ne sont pas les sœurs qui vont travailler dans un établissement qui appartiendrait à la paroisse, mais c'est des établissements qui appartiennent à l'institution des diaconesses de Reuilly. Reuilly, ici, Darcy, cousine de le manoir Émilie. À partir de 1940-1957, c'est le quatrième priorat, c'est sœur Annette. Alors, sœur Annette, elle devient prieure au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se trouve confrontée à la situation, donc sauver des familles juives, des résistants aussi qui sont soignés à l'hôpital, mais en même temps, une partie, ce qui est l'école d'infirmière actuellement, est réquisitionnée par la Gestapo, et puis il y a l'armée du salut qui n'a plus le droit d'exister, qui est abritée par l'institution pour que le quartier général de l'armée du salut, qui a été nommé par Londres, travaille sur Reuilly. Donc Reuilly est un carrefour de sœurs. Sœur Annette est quelqu'un qui a une... Elle est décédée l'année où je suis arrivée, donc je ne l'ai pas connue. Hein. Mais c'est quelqu'un qui... Elle était directrice de l'hôpital, elle était directrice de l'institution, elle menait bien ce service-là. Et en même temps, elle avait un vrai souci de l'identité spirituelle de la communauté. Et elle commence à se soucier de la liturgie et de la diversité de la communauté. Vous savez que dès le départ, dès 1841, les sœurs sont d'origine de plusieurs églises protestantes, luthériennes, réformées, baptistes, armées du salut, il y a eu des dharmistes, il y a eu des... Voilà. Donc une grande diversité. Qu'est-ce que c'est la liturgie quand on appartient à des églises différentes? Alors il y avait le culte habituel, mais... Et sœur Annette, donc 1939-40, instaure des saintes scènes, avec une forte place de la sainte scène, luthérienne. Alors, haute église, avec des grands signes de croix, les sœurs à s'agenouiller, enfin d'autres trucs. Mais il y avait des sœurs baptistes qui ne supportaient pas ce genre. On avait une sœur Monique que j'ai connue, qui ne supportait pas cela, elle était organiste. Et alors, quand elle jouait, puis qu'il y avait la scène, elle fermait les yeux comme ça, elle jouait de même bien fermer les yeux pour pas voir ce qui se passait. Mais c'est une sœur, je vous dis aussi des histoires concrètes. Hein. Sœur Monique, elle avait été missionnaire dans l'Atlas, vraiment luthérienne. Et pour elle, elle était ici, elle avait été à Claire-de-Meurt, elle a terminé sa vie ici. Et elle ne supportait pas qu'on chante des Kyrie eleison. Or, c'était dans les années 75, 80, 1975. Elle tenait le standard. Et un jour des rameaux, elle est allée voir sœur Myriam, la prieure de l'époque, et lui a dit, ma sœur, je sais que c'est à cause de moi que vous ne chantez pas de Kyrie eleison pendant la semaine sainte. Mais cette année, je vous demande de chanter des Kyrie eleison. Bon, ces mouvements, je crois que c'est l'image de la vie, de la très forte vie fraternelle qui existe dans la communauté, et je crois que ça, c'est dès le début. Donc, sœur Annette instaure les saintes scènes luthériennes, des saintes scènes réformées, et des temps de retraite plus fréquents par petits groupes de sœurs dans une maison qui n'appartenait pas à l'institution, à Véry-Châtillon, le Benoît-Préau. Je dis ça parce que ça va compter. Mais c'est
on est toujours avec le primat de l'œuvre, de l'action, qui donne le tampon de légitimité à une communauté religieuse. C'est après le priorat de sœur Annette. Ah oui, si, avec sœur Annette, il y a la création d'un collège de sœurs, un petit groupe de sœurs qui commence à travailler avec la prieure, avec la supérieure. Avant, les sœurs n'avaient pas voix au chapitre, hein, il y avait la prieure et le comité de direction avec Pastoret, et les sœurs n'avaient pas de voix au chapitre. Là, elles créent un collège de 12 sœurs pour travailler avec elles. Et c'est dans ce collège que un appel est lancé par les missions camerounaises pour que des sœurs aillent travailler à l'hôpital de Lakatini à Douala. Et il y a un bon petit groupe de sœurs qui sont parties, qui ont travaillé à Douala. Il y a une des dernières qui est encore vivante, comme infirmières, et comme elles ont créé l'école d'infirmières pour les jeunes filles, les jeunes femmes, enfin, les infirmières camerounaises. Et la première directrice de cette école d'infirmières à Douala, quand elle a quitté Douala, est devenue la première directrice laïque de l'IFSI, Annie Parot. Jusqu'alors, c'était des sœurs qui étaient directrices de l'hôpital, de l'école d'infirmières, etc. Alors, je vais partir maintenant, à partir de ce moment-là, je parlerai de Sœur Viviane et de l'évolution de la communauté. C'est à partir de ce moment-là qu'on sent que les institutions prennent corps, et la communauté aussi pour d'autres raisons. Parmi les établissements qui étaient là, donc la ruche, l'hôpital, les maisons de santé, l'école d'infirmières et aux professions d'aide. La maison de retraite Coside à Livron, la maison de retraite d'Arcy, le manoir Émilie. Alors il n'y a pas encore le CART, c'est un tout petit peu plus tard. Mais ces établissements ont de plus en plus d'autonomie en quelque sorte. Et ça va conduire dans les années 50-60 à une professionnalisation de plus en plus grande jusqu'en 68, où en 1968, tous nos établissements sont devenus des établissements privés participant au service public avec un salariat. Et des directrices, soit des sœurs, soit des laïcs. Peu à peu, on voit des laïcs devenir directeurs de l'hôpital. On ferme la ruche pour la maison pour enfants. Les maisons de retraite, ce sont des sœurs qui sont directrices, mais le manoir, c'est assez vite un directeur. Alors, c'est souvent des pasteurs qui ont quitté le ministère pastoral, qui ont fait une formation complémentaire. Il y a un directeur administratif, et la communauté, à ce moment-là, en 68, opte pour que toutes les sœurs qui travaillent dans une des maisons deviennent salariées. Et ça aussi, c'est le modèle protestant, c'est pas le modèle catholique où les sœurs recevaient une indemnité de vêture prévue dans le budget de l'État. Hein. Et l'indemnité de vêture, même si elles arrêtaient de travailler, les sœurs des Oblates, elles ont continué à avoir leur indemnité de vêture. Alors, nous aussi, les sœurs qui ont travaillé ont eu leur retraite, mais c'est un tout petit peu différent. Quand on a fait ce passage-là, c'est tout le patrimoine, en fait, le patrimoine de Darcy, le patrimoine de Coside, est passé à l'institution et la communauté s'est retirée. Et à un moment donné, il y a eu
une association institution des diaconesses et la communauté avec une autre association. C'était un petit temps. Et, bon, il y a eu un déséquilibre là, ça serait encore à poursuivre. Les établissements se développent, je passe à grands traits. Hein. En 80, alors, vous comprendrez après. En 1980, il y a une crise au niveau des établissements et au niveau de ce qu'on a appelé, l'association était devenue œuvre et institution des diaconesses de Reuilly, œuvre les établissements, institution la communauté, diaconesse de Reuilly. La communauté était en train de se construire elle-même et elle ne surveillait plus beaucoup ce qui se passait au niveau des établissements. Il y avait bien le groupe de recherche qui existait, mais au niveau administratif et de la direction, il y avait un manque, ça s'est cassé la figure, et on a dû arrêter cette formule avec une prieure, un président et un directeur administratif pour passer à le président, la prieure et un directeur général. Et le directeur général est devenu Yves Guiton. Yves Guiton, que Philippe Pucheux connaît bien, est arrivé, il avait à peine 30 ans comme directeur général, il venait de John Bost, et il a dit, la direction générale, elle ne doit pas être à Reuilly, elle doit être à Versailles, parce que la prieure était maintenant à Versailles. Ils sont arrivés, ils étaient deux, il y avait le directeur général et sa secrétaire. C'est tout ce qu'il y a eu au bas de Claire de Meur, tout caché, tout petit. Enfin. Mais Yves est un homme admirable et remarquable, d'une intelligence, d'une finesse. Alors, avec lui, le groupe des directeurs a commencé à exister. Voilà, il a créé l'identité des œuvres, l'identité d'un corps des œuvres des diaconesses. Ce n'était pas seulement des établissements, mais il y a le groupe des directeurs associé au groupe de recherche. Il y a eu 2 sœurs qui étaient liées à son ministère pour accompagner, pour réfléchir. C'était sœur Nathanaël et moi. Moi, j'étais juste consacrée, j'avais 30 ans, je ne comprenais rien du tout. Rien. Bon. Mais on a visité, il y a eu des comités locaux, il y a eu des choses. Voilà, tout un mouvement qui s'est mis en route avec d'abord 7, 8 directeurs, pas plus. Entre-temps, c'était ouvert à Arvers ce qui est devenu Gaïa, c'était un cadre, c'était donc les jeunes adultes handicapés. Des adolescents, des jeunes venant du manoir, mais adolescents, donc il y avait un petit foyer à Royan, enfin ça à La Rochelle, il y avait des frémissements de développement. Mais il était directeur général, mais la prieure était toujours dans les statuts, c'était avec elle que se faisaient les recrutements de directeurs. C'était quand même. Et puis, bon, quand même, que ce soit les maisons d'enfants, les maisons de retraite, le financement n'était pas très costaud. Et Yves disait, il faut qu'on agrandisse, il faut qu'on s'élargisse. Nous, on ne voulait pas, mais bon. Alors, dans les années 1995, oui, il y a eu des tentatives pour reprendre la clinique de la montagne, les Chenets. La clinique, ça n'a pas capoté, mais les Chenets sont revenus. Ça a été un premier moment. Et puis, il y avait un trop grand déséquilibre entre l'hôpital qui était devenu pas un gros hôpital, mais c'était la grosse partie financière des ressources, et il disait il faut qu'on rééquilibre ça, parce que si jamais il y a un pépin sur l'hôpital,
c'est les OIDR qui coulent. Alors, il y a eu un pari dans les années 2000. Il y avait cette question. Chemin faisant, une association d'anciens combattants d'Anduze, dont on n'a jamais entendu parler, nous dit on vous lègue vos deux maisons de retraite, nos deux maisons de retraite, celle de Labaou et de Montvaillant. Donc on a eu deux maisons de retraite qui venaient du monde laïque, qui arrivaient dans les OIDR. En même temps, il y avait la maison de retraite d'Uzès qui voulait rentrer dans les OIDR. Et on a dit oui, on a reconstruit Saint-Quentin-la-Poterie, les Cistes. Donc là-bas où Montvaillant, qui était un petit château, on a vendu le château et on a créé ce centre à Zelmer. Bon. Et puis là-bas où est resté... il y a eu les Cistes, donc il y avait un petit noyau de maisons de retraite, des personnes âgées dans le Gard. Dans la Drôme, il y avait la maison de... celle qu'on n'arrive pas à reconstruire. Les Mûriers, l'association, une association protestante cherchait à donner, enfin à s'élargir comme toutes les... Et du coup à donner les Mûriers aux OIDR. Alors il y a eu ça, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bon, ça c'était un peu périphérique, je vous passe le cadre administratif. Ce sont des directeurs laïcs qui sont à ce moment-là dans ces maisons. À l'hôpital, c'est bien sûr un directeur laïque. À Claire-Demeure aussi. Le sanatorium avait fermé en 68. En 70, la communauté est venue s'installer ici, j'en reparlerai. Mais on a construit Claire-Demeure comme maison de santé pour personnes âgées avant que ça devienne maison médicalisée. Et on a vendu la parcelle qui est devenue le centre 8. Tout ça, ça faisait partie du terrain. Alors, il y avait Claire-Demeure, effectivement. Et il y a eu cet épisode de le pari de rapprocher les deux établissements de Reuilly et de la Croix-Saint-Simon, les deux hôpitaux, pour créer un groupe hospitalier. Ça, c'est dans les années 2000. On a juste commencé en 2000. Il y avait une petite fraternité de sœurs à Reuilly. C'était sœur Évangéline qui était la prieure générale. Et ce groupe hospitalier, il a pris naissance en fait. C'était encore Yves Guiton qui était le directeur général ici. Et on a détaché l'hôpital des OIDR, comme l'hôpital La Croix-Saint-Simon s'est détaché de la fondation Croix-Saint-Simon pour créer ce groupe hospitalier dont on est partenaire à 50%. Alors, c'était un hôpital protestant avec un hôpital catholique. L'histoire n'était pas tout à fait la même. Mais sœur Évangéline avait un grand souci que l'aumônerie de ce groupe hospitalier devienne une aumônerie œcuménique. Alors, elle a pris sa plume et elle a écrit à ce qu'on appelle la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, pour dire, écoutez, voilà ce qui se passe, événement œcuménique. Est-ce que vous auriez des institutions ou des personnes qui seraient prêtes à participer à une aumônerie œcuménique sur Reuilly ou sur... Alors, il y a eu deux types de réponses. Une réponse, c'est les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, qu'importe, qui nous ont envoyé une sœur catholique pour vivre avec nous dans la fraternité à Reuilly. Une sœur adorable. Donc il y avait une laïque catholique, il y avait quelques sœurs protestantes, les diaconesses, il y avait une sœur catholique, tout ça vivait en fraternité, c'était génial. J'étais responsable à ce moment-là, c'était génial. Et vraiment, du côté de la Croix-Saint-Simon, c'était plus compliqué. Bon,
Mais il y a eu une deuxième réponse à cette demande de sœur Évangéline. Sœur Anne-Marie Abrassard des Oblates de l'Eucharistie voyait que ces deux établissements de soins palliatifs, elles sont les pionnières, que ce soit à Lille ou à Rueil, elles n'arriveraient plus à l'assurer et elles ont cherché à le rattacher, elles ont choisi de le rattacher aux diaconesses plutôt qu'à la Maison catholique de Paris. Ça fait un peu ça porte un peu ombrage en relation, mais c'est comme ça que Notre-Dame-du-Lac est arrivée, soins palliatifs, et Jean XXIII a été reconstruit à ce moment-là sous la responsabilité des OIDR. C'était la fin d'Yves Guiton et c'était Olivier Joël qui était directeur général. Donc un apport médical avec ces deux maisons, personnes âgées par les maisons du Sud, et puis sur la région parisienne, il y a eu les Chenets qui sont entrés dans les OIDR, et il y a eu la Cité des Fleurs, pareil, association protestante, qui a créé un mandat de gestion pour se rapprocher, et ça fait 20 ans, voilà, c'est aussi dans les années 2000. Donc il y a un gros afflux autour de 2000-2005, et on passe de 7 établissements à 15, 18. Il y a eu aussi, les Chenets, j'ai dit, Nanterre, c'était à ce moment-là, non, c'est plus tard, Nanterre. Bon, on était dans du soin et personnes âgées. Sauf ce qui se passait en Charente-Maritime, où il y avait le manoir, et puis tout ce qui se créait autour de Gaïa, les Attes, etc. Mais ils étaient un peu isolés. Donc ça, c'est dans les années 2005, 2007, oui, c'est ça, 2005, 2007, 2010. 2012, au moment où on changeait de prieur, voilà que par le biais de la Fédération protestante, l'association Abège-Coquerel frappe à la porte. Et là, on passe à c'était déjà 15 établissements qui arrivaient d'un coup. Alors l'Abège-Coquerel était déjà la fusion de deux associations, l'Abège de Compiègne qui avait des maisons de retraite, je crois des maisons de retraite et puis les centres de Beauvais, de Compiègne et de Villers-Cotterêts, CHRS, et puis Coquerel qui avait une association protestante Coquerel du début, qui avait des maisons d'enfants. Alors, ils sont arrivés en disant on veut rentrer chez vous. Ça s'est fait très vite. Sœur Évangéline était en fin de mandat. Moi, je tombais des nues. J'étais au Moutier. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et en 2012, le lendemain de mon installation, j'étais en conseil de communauté, premier jour de conseil. Il a fallu recevoir le président de l'Abège-Coquerel, l'aumônier de l'Abège-Coquerel, je ne le connaissais pas ni d'Adam. Enfin, c'était vraiment. Mais voilà, il y a eu un mandat de gestion sur 4 ans et l'Abège-Coquerel est arrivé avec les CHRS, les maisons d'enfants et quelques maisons de retraite qui avaient rejoint les chênes verts de Gif, là-bas à Mitrimori, les acacias, enfin voilà, toutes ces petites maisons de retraite. Et du coup, dans les années 2012-2015, il y a eu transformation avec une régionalisation qui se mettait en place, déjà un peu sous
sous la responsabilité d'Olivier Joël, on a fait une régionalisation qui était à la fois région et puis pôle. Alors, il y a eu pôle maison de retraite, pôle francilien. Les maisons d'enfants ont été rattachées au CHRS parce que ça fait un ensemble pas très. Et puis, il y avait un pôle soins palliatifs avec Lille, Rueil, Clair-de-Meur. Alors, Clair-de-Meur, les soins palliatifs, c'est 85, ça a commencé en 85. C'est une maison de santé, puis peu à peu, c'est l'hôpital de Versailles qui a confié des jeunes hommes atteints du sida qui étaient comme des vieillards. Quand ils se dit, il n'y a que vous qui savez Et c'est comme ça que les soins palliatifs ont commencé. Donc, c'est en 2014-2015 qu'on est passé à 40-45 établissements. Il y avait eu aussi la maison de retraite dans l'Aisne de Pommery qui avait rejoint. Administrativement parlant, on sentait bien que les OIDR, Association Loi 1901, ne pouvaient plus assurer une croissance d'établissement. Il y avait une lourdeur et c'était ingérable. En 1980, Sœur Myriam se posait déjà la question avec le président, le pasteur Costil, s'il ne fallait pas passer en fondation. Je me souviens d'avoir participé à des réunions. Bon, 80, on commençait à se poser la question. En 2000, 2002-2003, Sœur Évangéline a pris le taureau par les cornes avec le président Olivier Joël, le directeur Olivier Joël et le président Jean-Marc Violet pour essayer de créer cette fondation en disant c'est une fondation reconnue d'utilité publique. On a la reconnaissance d'utilité publique depuis 1860, hein. Mais avec une communauté religieuse à l'intérieur. Je ne sais pas, il y a eu une fenêtre du Conseil d'État qui a accepté tout à coup qu'une fondation qui normalement c'est un patrimoine mis au service d'eux, là c'était, bien sûr qu'il y a un patrimoine, mais il y a aussi une communauté. Enfin, et c'est dit, premier article des statuts, c'est spécifié. C'est passé. C'est passé. Donc, il y a eu des juristes protestants qui me disaient c'est de la folie, c'est de la folie. Il faut que ils me disaient, Sœur Mireille, il faut que je vous parle, c'est de la folie, vous allez vous casser la pipe. Bon, écoutez, peut-être, mais c'est pas casser la pipe. Enfin, ce qui est sûr, c'est que alors, dans l'agrandissement des établissements, il y avait Porte-les-Valences et encore Yves Guiton. C'est un terrain qui avait été donné pour construire une maison de retraite. Et Yves était convaincu, donc il a tout fait pour qu'il y ait cet EHPAD à Porte-les-Valences. Et ça faisait un pôle Drôme-Ardèche. Il faut le détruire pour reconstruire. Entre-temps, c'est reconstruit complètement l'hôpital. L'IFSI a suivi son cours. Hein. Et on avait ce pôle soins palliatifs, Clair-de-Meur, Notre-Dame-du-Lac, Lille, avec la même directrice, qui n'avait que des adjointes de direction. Donc c'était déjà trop. On fonctionnait encore comme une association. Je crois, et même dans la mentalité, on était, je crois qu'on gardait les réflexes d'une association sans prendre en compte la taille que ça avait pris et du coup les exigences et les vraies questions. Oui, il y avait eu les migrants qui étaient arrivés en 2016. C'est d'abord un legs des dominicaines c'est des dominicaines qui nous léguaient les terrains en Charente et on voulait en faire quelque chose pour les personnes âgées handicapées.
Puis il y a eu l'appel pour les migrants, donc c'est devenu sur la presqu'île un accueil qui s'est doublé de Villers-Cotterêts. Enfin, voilà, donc toute l'activité accueil de migrants et tout ce que cela veut dire qui s'est mise en place à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'on retrouvait entre 2010 et 2020, on retrouvait toute la palette d'activités des origines. L'enfance, personnes âgées, le soin, l'accueil de personnes. Enfin voilà, une espèce de diversité dont on s'est dit, mais oui, c'est bien dans les gènes de l'institution des diaconesses. Mais, administrativement parlant, on a essayé, est-ce qu'on aurait dû le faire avant? On fait toujours attention aux gens. Qu'importe, on ne refait pas l'histoire, mais on n'a pas pu reconstruire Claire Demeure. On a dû licencier le directeur général, et c'est là que Philippe Pucheux est arrivé avec quand même une plus grande... Enfin, il y avait quand même une bonne équipe. Hein. Mais il y a eu pas mal de départs avant. Bon. Et Philippe, avec Michel Avenel, c'est lui qui a assuré la continuité, on est passé à une fondation. On est passé à un positionnement ou une direction générale avec des établissements, avec un fonctionnement professionnel au maximum, enfin avec tout le travail qui est derrière, ça c'est. Mais quelque chose qui voit loin, alors qu'on était un peu. Alors, oui, aujourd'hui, la fondation est bien reconnue, mais est-ce qu'on se connaît tous et est-ce qu'on connaît les diaconesses? Sœur Viviane, alors Sœur Viviane, c'est une famille protestante, une HSB, de la haute société bordelaise, Roulet. Et alors elle dit, mais de sa vocation profonde, elle dit, je voudrais être bénédictine, vraiment. Mais elle est bien protestante et voilà. Alors, elle a cherché 1940, 49, 50, c'est le moment où dans le protestantisme on voit la création de Thésée, la communauté de Thésée qui sont des moines à l'origine protestants, maintenant c'est une communauté œcuménique internationale très passionnante. Et puis il y a de nouvelles communautés qui naissent à partir du scoutisme. Il y a les sœurs de Pomerol dans le sud, il y a les sœurs de Grandchamp en Suisse qui sont une communauté liée à Thésée, et ce sont des communautés qui n'ont pas d'institution, elles sont des communautés monastiques, surtout à Grandchamp. Pomerol le dit, c'est plus l'accueil, vraiment l'accueil de celui qui passe. Mais ça veut dire qu'il y a un grand foisonnement de recherche spirituelle lié quand même au sortir de la guerre, à la prise de connaissance des écrits de Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand qui a fait de la résistance, qui a été pendu par Hitler et qui avait fait partie de l'Église confessante, qui est une église qui a refusé de ratifier les thèses d'Hitler. Et Dietrich Bonhoeffer s'est engagé dans le mouvement, il était pacifiste, et ensuite il a opté pour participer à toute l'équipe qui a fomenté les attentats. Il a été fait prisonnier et il a été pendu en 1944. Mais il avait eu la quantité d'écrits, entre autres sur un séminaire qu'il avait presque organisé comme un monastère,
pour former les pasteurs de la vie communautaire. C'est un texte très très beau. Alors tout ça, ça fermentait aussi en Allemagne, des communautés nouvelles qui naissent. Et sœur Viviane, aussi dans Antoine Vermeil et Caroline Malvezin disent il faut une communauté religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté religieuse protestante? Il l'avait dit, mais bon, c'était un peu perdu dans les sables. Sœur Viviane, 1957, avait déjà visité Thésée. Il y avait de nouvelles sœurs, sœur Élisabeth, qui est une historienne, sœur Myriam, qui était une sœur avec une très grande spiritualité, se sont dit, mais qu'ont dit nos fondateurs? Est-ce qu'on a des écrits? Ils ont commencé à chercher. Et c'est là qu'on a extrait les lettres, tout le recueil de lettres que vous avez vu ce matin, d'Antoine Vermeil et Caroline Malvezin, où tout à coup, mais on voyait, surtout à travers ce que dit Caroline Malvezin, un visage de communauté apparaître, lié à ce qui se passait dans l'Église à ce moment-là. Ça a stimulé la communauté des diaconesses, on était à peu près une centaine à l'époque, pour dire, mais qui sommes-nous? Et alors c'est aussi la grande période œcuménique, il y a des dialogues avec plein de communautés anglicanes, catholiques. Il y a un foisonnement de rencontres, et les diaconesses de Reuilly se disent, mais on n'est pas une maison de diaconesses, il y a quelque chose d'autre. Pourquoi les sœurs sont restées tout le temps jusqu'à la fin de leur vie? C'est pas professionnel, ça, c'est autre chose. Et elles ont commencé à se dire, mais il faut qu'on invente la vie communautaire. Alors, il y a eu 3 ans d'approche. Il y a eu des sœurs, plutôt que de mettre les sœurs en responsabilité toutes seules, des directrices, il y a eu des fraternités qui se sont glissées dans la pâte du travail. Au Haut du Lièvre à Nancy, dans une grande barre avec plein de réfugiés. Il y a une petite fraternité de sœurs qui étaient aides-ménagères, infirmières à domicile, voilà. Et puis ça rayonnait. À Vélizy, il y a eu une fraternité de sœurs comme ça. Il y en a eu en Israël, il y en a eu dans des bidonvilles au Maroc. Enfin voilà, des expériences multiples de petites communautés où vous apprenez la vie communautaire. Hein, ce n'est pas toujours facile. Mais dans des années 60 à 70, il y avait une fraternité à Lifcy, il y avait une fraternité à Claire-de-Meur, il y avait une fraternité au Manoir. Des sœurs qui vivaient à côté, des fois certaines travaillaient dans l'établissement, d'autres non. Et voilà, la notion de fraternité. En même temps, les sœurs se sont mises à se dire, mais est-ce qu'on a des textes spirituels? On a les lettres de Caroline et d'Antoine, mais est-ce qu'on pourrait adopter des règles? Alors elles ont travaillé la règle de Saint-Benoît, la règle de Saint-François, les règles de Saint-François, Saint-Augustin, des règles récentes. Alors il y a celles qui disent, ah mais moi je suis plutôt Clarisse, alors moi je suis bénédictine, des types, mais ça ne disait pas la communauté. Mais en fait ça a fait surgir une soif de paroles qui nous rassemblent. Alors il y a des textes qui sont sortis, il y a eu les jalons, il y a eu la petite reine du noviciat, il y a eu voilà des germes intéressants qui montraient bien une espèce de foisonnement de soif spirituelle. Alors, en même temps, les sœurs ont commencé à se dire, mais notre vie de prière cultuelle, le culte, ça ne suffit pas. Il faut qu'on s'appuie sur les frères de Thésée pour découvrir
des psaumes, le psautier, la psalmodie. Donc elles ont commencé. C'est le noviciat qui des fois avait d'un côté le culte de la communauté, puis ensuite allait vivre les offices. Je ne sais pas comment elles n'ont pas eu une indigestion de... Mais sœur Myriam menait ça avec beaucoup de soin. Sœur Viviane aussi, on a eu des sœurs qui chantaient très bien, qui composaient. Donc on a commencé à avoir des chants, des psalmodies, qu'on chante encore. Hein. On a utilisé les premiers livres de Thésée pour vivre l'office. On a commencé à avoir l'office du matin, le midi et du soir. On a la prière de nuit. Et puis, des sœurs ont lancé des moments de retraite à Reuilly. Bon. Oui, des choses aussi intéressantes. Sœur Myriam était vraiment artiste et elle a créé des jeux liturgiques, c'est-à-dire autour de Noël, le mystère de Noël, un peu sur les mystères du Moyen-Âge. Donc, Noël, la semaine sainte, Pâques, alors elle créait des chants admirables. Et puis, les sœurs faisaient des tournées dans les paroisses pour donner ces spectacles, en quelque sorte, et faire connaître la communauté. Et c'était aussi une manière d'habiter la liturgie, de rythmer le temps. Donc, il y a eu beaucoup de foisonnement, de créativité. Et elle se disait, voyant, il faut que la communauté se détache un peu, il faut qu'elle ait visage. Il ne faut plus qu'elle soit cachée derrière l'œuvre. Il faut qu'elle puisse exister par elle-même. C'est à ce moment-là que les sœurs ont commencé à ne plus être soignantes, systématiquement soignantes, mais formées à l'accueil, formées. Et le collège s'est dit, mais il faut qu'on trouve un terrain pour qu'il y ait un petit noyau, un petit groupe de sœurs qui crée un centre d'accueil pour l'Église, pour que l'Église aussi nous connaisse. Donc il faut qu'on crée un centre d'accueil un peu loin de Paris, pas trop loin, mais un peu loin. Alors elles avaient visé vers Roissy, là-bas, heureusement que ça ne s'est pas fait. Ça, c'était les années 67, 68. Et il se trouve que le sanatorium a fermé. Et le président, enfin, puis le collège, ont dit, mais bon, on a ce bâtiment, c'est un peu loin de Paris. C'était un peu loin de Paris. Le noviciat, un petit groupe de noviciats va venir habiter ici. Et créer sous la responsabilité de sœur Myriam et va imaginer une vie communautaire. Chemin faisant, sous sœur Viviane, il y a eu une sœur venant du Cameroun, camerounaise, qui est devenue diaconesse de Reuilly. Et elle a fait des études de théologie, elle était infirmière, puis elle a fait ses études de théologie, elle est devenue théologienne. Je reviens un tout petit peu en arrière, excusez-moi. J'ai parlé des sœurs assistantes de paroisse, hein, vous vous souvenez des sœurs, et qu'il fallait donner aux sœurs une formation théologique, etc. Du côté de l'Église protestante, les femmes n'étaient pas pasteurs. Les femmes pasteurs, ça date de 1960 à peu près, de 58. Jusqu'en 58, pas de femmes pasteurs. Mais il y avait une forte revendication de... La communauté de Reuilly, a créé un cycle de formation qu'on appelait le ministère féminin, qui donnait aux femmes une forte formation théologique, ecclésiologique, pour devenir assistante de paroisse. Donc on a aussi été en germe source du ministère pastoral pour les femmes. À partir du moment où les femmes ont pu faire des études de théologie, le ministère féminin s'est terminé. Mais la formation théologique des sœurs continue. Mais voilà, c'est aussi de ces
de ces continuités intéressantes hein, sur la formation. Et j'y tiens aujourd'hui parce que on parlera un peu de l'avenir. Je crois qu'il y a quelque chose à inventer autour là-dessus. Mais voilà, on a permis à ce que les femmes pasteurs se forment. Sœur Viviane, avec une période de grand foisonnement, c'est aussi avec elle que le costume change. Le voile, on l'a eu depuis la Première Guerre mondiale. On ne pouvait plus faire le petit bonnet, machin. Donc c'était une simplification, mais c'était quand même une robe noire le dimanche, bleue, mais avec un petit, enfin, un costume un peu vieillot. Et ce costume-là date de 1964. Et oui, c'est avec sœur Viviane que la croix de la prieure est inventée, enfin, comme signe du ministère. Donc il y a une réflexion sur la prieure, sur l'autorité. Elle était très autoritaire, enfin très autoritaire. Elle avait une vraie autorité. Alors, c'est le bleu, on avait ce bleu-là pour le travail. Donc, on a gardé le bleu. Mais du coup, c'est le vêtement vraiment de type monastique, c'est-à-dire une robe longue, ample, et ce qu'on appelle le scapulaire, qui est en fait le tablier, enfin le scomété, mais qui est le propre de la vie, de l'habit monastique habituel qu'on voit partout. Hein. Alors ensuite, il y a toute une symbolique. Je ne veux pas trop y entrer parce que la symbolique n'est pas première, elle n'est pas vitale à ce moment-là.